Cette conférence de presse annuelle dans nos nouveaux locaux à avenue Ledru-Rollin, une adresse qui nous va bien, car Ledru-Rollin était un républicain radicalement démocrate, associé au premier suffrage universel et à l'abolition de l'esclavage, et surtout rétif au présidentialisme et au bonapartisme français, à cette confiscation de la volonté de tous par le pouvoir d'un seul. Comme chaque année, nous nous livrons à cet exercice qui est unique dans le monde médiatique, et nous ne le soulignerons jamais assez, d'une totale transparence sur tous les chiffres de Mediapart. Mediapart qui, comme vous le savez, depuis 2019 a définitivement sanctuarisé son indépendance en confiant l'ensemble de son capital à un coffre-fort non lucratif qui est le Fonds pour une presse libre. Ce processus inaugure un passage de témoins progressif entre les fondateurs François Bonnet, Laurent Mauduit, Marie-Hélène Sion-Jean, la cofondatrice, et moi-même, et l'ensemble de l'équipe de Mediapart. Symbole de ce processus, nous allons nous effacer, Marie-Hélène et moi, et celles et ceux qui font au quotidien l'entreprise et le journal Mediapart vont tenir cette conférence de presse à notre place. Je passe la parole à notre directrice administrative et financière, Cécile Sour. Merci Edoui. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer peut-être par nous présenter. On va intervenir tous les quatre à tour de rôle. Donc vous avez Stéphane Aliès et Karine Foutot, qui sont les deux co-directeurs éditoriaux de Mediapart depuis déjà 4 ans. Renaud Creus, directeur de la communication, et donc moi-même, Cécile Sour, directrice administrative et financière. Je vais prendre la parole en premier pour cette conférence de presse qui se déroulera en 3 parties qui vous sont présentées derrière moi. Moi, je vais vous parler de la partie sur les résultats 2021 de Mediapart, qu'on a intitulé « L'indépendance est durablement rentable ». Je vais vous expliquer pourquoi. Durablement rentable, pourquoi? Car nos abonnements, qui sont un critère et un indicateur que nous suivons de près, puisque comme vous devez le savoir, notre chiffre d'affaires dépend à 98% de nos abonnements, abonnements individuels et abonnements collectifs, beaucoup plus d'abonnements individuels que de collectifs jusqu'ici. Et en 2021, comme vous le constatez, le nombre d'abonnements individuels et collectifs s'établit à 213 533 abonnements, dont 205 000 environ abonnements individuels. On abordait, après l'année 2020, qui, comme on vous l'avait expliqué, avait été une année exceptionnelle en termes de résultats. Avec la pandémie, les gens avaient eu besoin de s'informer, de trouver une information vérifiée, croisée, une information fiable. Ils avaient besoin de comprendre ce qui était en train de se passer. Et du coup, en 2020, on avait connu une année de très forte croissance de notre nombre d'abonnés. Et on abordait 2021 un petit peu dans l'expectative de voir comment ces abonnés allaient se comporter, allaient-ils rester, allaient-ils partir. Et 2021 nous a donc apporté de bonnes surprises. Évidemment, il y a eu du churn, certains abonnés sont partis, ceux qui étaient arrivés en 2020, mais d'autres abonnés sont arrivés. Et en 2021, on a recruté environ 50 000 nouveaux. Donc les nouveaux, ce sont ce qu'on appelle les nouveaux. Ce sont les gens qui ne se sont jamais abonnés à Mediapart et qui, pour la première fois, s'abonnent à Mediapart. On a aussi des gens qui reviennent, qui étaient abonnés et puis qui reviennent ensuite. Mais 50 000 nouveaux malgré une actualité un peu morose, malgré une appétence pour l'information pas forcément très développée, ça nous semble être un bon signal. Et on s'est maintenu toute l'année, mois après mois, en fluctuation au gré de l'actualité notamment, autour des 200 000 abonnés individuels, ce qui est pour nous un objectif très important qu'on avait fixé, on vous l'avait annoncé il y a 2 ans, je crois, on se disait 200 000 c'est atteignable, mais on imaginait l'atteindre seulement après la période présidentielle notamment. On l'a atteint bien avant que ce qu'on avait imaginé, et du coup on tire 2 enseignements principaux de ces chiffres d'abonnement 2021. Petit 1, on a une base solide de lectorat, des abonnés fidèles, des abonnés qui reviennent, des nouveaux abonnés aussi, des prospects, des gens qui s'intéressent à Mediapart, qui viennent sur le site, qui viennent sur l'application et puis qui finissent un jour éventuellement par s'abonner. Toutes ces personnes qui se reconnaissent dans les contenus et les formats que nous produisons. Donc c'est un premier enseignement. Et le second,
c'est que le modèle d'indépendance sur abonnement, quasiment uniquement sur abonnement, est rentable. Donc l'esprit qui était celui de la fondation de Mediapart il y a 14 ans fait aujourd'hui la preuve de son efficacité. En termes de chiffre d'affaires, 2021 nous apporte un chiffre d'affaires de 21,3 millions d'euros, en augmentation de 4% par rapport au chiffre d'affaires de 2020 qui était déjà d'un niveau tout à fait exceptionnel. Alors pourquoi un chiffre d'affaires qui augmente malgré une stabilisation du nombre d'abonnés? On a commencé l'année 2021 avec un stock d'abonnés très important qui étaient ceux qui étaient arrivés en 2020. Et du coup, au fur et à mesure de l'année, même si certains ont churné dans le courant de l'année, ça nous a garanti un chiffre d'affaires très élevé. En termes de résultats nets, donc après impôts et participation, on atteint 4 millions d'euros, donc en stabilité absolument équivalente par rapport à l'année 2020, ce qui représente 19% du chiffre d'affaires. Donc c'est des très bons résultats dont on se félicite évidemment. Je fais une petite parenthèse sur la participation, puisque voilà, résultat net après impôts et participation. La participation en Mediapart dépend d'accords qu'on a négociés depuis plusieurs années, qui sont des accords qui sont très favorables à tous les salariés de Mediapart, à la fois salariés permanents, mais aussi les salariés rémunérés à la pige, les journalistes rémunérés à la pige. Et cette année encore, grâce à ces très bons résultats, une enveloppe conséquente de participation va être distribuée, aux alentours de 900 000 euros en incluant le forfait social. Et à Mediapart, il faut savoir qu'on est sur une politique de participation où tous les salariés à temps complet et présents dans l'entreprise sur l'ensemble de l'année perçoivent la même enveloppe de participation. On est complètement décorrélé du niveau des revenus, des responsabilités dans l'entreprise, du type de métier qu'on exerce. Et c'est notre façon à nous de penser ce journal Mediapart dont tous les métiers contribuent au succès. Donc, je voulais faire une parenthèse là-dessus. Ces bons résultats, comment on les explique aussi? On les explique notamment par la politique d'investissement très forte qu'on a menée depuis plusieurs années. Dans le cadre de notre plan stratégique 2017-2022, on avait prévu d'investir fortement à la fois dans des projets et des développements dont certains vous êtes présentés en troisième partie, en ressources humaines aussi, en nouvelles compétences, nouveaux collaborateurs et collaboratrices. Et on se rend compte que cette politique de réinvestissement porte ses fruits aujourd'hui, à la fois avec ce lectorat fidèle sur lequel on peut compter, également avec ce niveau de recrutement qui continue d'être important, des recrutements qui se font, on le pense, à la fois sur nos propositions éditoriales, les propositions plus classiques, mais aussi toutes les nouvelles propositions sur lesquelles on a travaillé ces dernières années, des recrutements qui se font aussi à la faveur, on le pense, de la qualité de nos produits. On a une nouvelle application mobile, un nouveau site internet depuis novembre 2021. On fait aussi beaucoup de travail régulier sur nos tunnels d'abonnement pour les sécuriser, les rendre plus rapides, plus agréables. Donc tous ces efforts que l'on fait nous semblent porter leurs fruits aujourd'hui à travers ce chiffre d'affaires et ce résultat net d'un niveau tout à fait exceptionnel. Autre indicateur qu'on souhaitait vous partager, qui nous semble témoigner aussi de la fidélité et de la solidité de ce qu'on propose, l'évolution de l'audience du site. Alors on voit qu'en 2021, elle a été un petit peu inférieure à 2020, mais là encore, 2020 était une année particulièrement exceptionnelle puisque les lecteurs ont été confinés plusieurs fois, ont eu plus de temps pour lire, avaient probablement davantage besoin d'informations. Mais si on regarde par rapport au niveau de 2018 et 2019, on est en 2021 sur des niveaux de fréquentation du site internet qui restent très élevés, que là aussi on attribue à la fois à la qualité de nos contenus, mais aussi à la qualité des produits sur lesquels on travaille. Et je précise que ces chiffres d'audience continue d'évoluer positivement puisque depuis la sortie de la nouvelle formule en novembre dernier et tout le travail de référencement qui a été fait, on constate début 2022 une augmentation de notre audience et de la fréquentation sur le site. Dernier indicateur qu'on souhaitait vous partager, c'est l'évolution de l'effectif. Comme vous le voyez, on termine 2021 à 131 équivalents temps plein. Donc dans ces 131, on prend en compte nos collaborateurs rémunérés à la pige qui représentent à peu près 10-11 ETP et on est toujours sur cet équilibre entre les journalistes de la rédaction et les autres services de l'entreprise, autres services qui sont donc la technique avec les équipes produits, l'exploitation, l'infrastructure, l'équipe gestion
l'équipe communication, l'équipe marketing et l'équipe de la relation avec nos abonnés qui se situe à Poitiers. Donc tous ces services en 2021 comme en 2020 ont été fortement renforcés, à la fois dans le cadre de notre plan stratégique pour remplir nos différents objectifs, dans le cadre aussi de l'accompagnement de la croissance, parce que forcément plus d'activités implique plus de travail et du coup un besoin plus fort en ressources humaines. On s'est notamment doté de nouveaux métiers qu'on n'avait pas encore dans l'entreprise. Je pense notamment aux métiers autour de la data, je pense aussi aux métiers autour de la sécurité informatique ou autour du juridique, qui sont des compétences dont on manquait pour poursuivre notre développement et dont on s'est doté en 2021. Ceci dit, on reste tout de même, malgré cet accroissement de l'effectif, on reste quand même dans une philosophie du travail à Mediapart qui est basée sur la proximité, la grande transversalité entre les services et l'agilité que ça permet. On souhaite, pour bien travailler tous ensemble et parce qu'on sait que chaque personne et chaque métier de l'entreprise contribue au succès du journal, on souhaite vraiment rester sur une taille où les gens peuvent se connaître. C'est important pour nous que les gens, voilà, que quel que soit le service, les gens discutent entre eux, qu'ils puissent travailler sur des projets, mais aussi juste interagir les uns avec les autres. Et du coup, malgré cet effectif que vous voyez en évolution depuis plusieurs années, on est dans la perspective de rester un journal à taille humaine, comme on aime à le dire, même si à 131 ETP, on commence à être très nombreux. Et dernière chose qui va avec cette évolution de l'effectif, c'est que pour nous, évolution de l'effectif ne va pas sans évolution des conditions de travail aussi. Donc vous aurez noté que nous sommes dans des nouveaux locaux depuis le mois de novembre dernier, des locaux qui sont plus spacieux, plus adaptés à la taille du nombre de collaborateurs que nous sommes aujourd'hui. L'équipe de Poitiers a également déménagé dans des nouveaux locaux. C'était très important pour nous, là aussi, pour avoir plus de place, pour être dans des meilleures conditions. Et pour nous, voilà, évolution de la masse salariale et de l'effectif, ça ne va pas sans discussion régulière dans le cadre du CSE notamment, sur les conditions de travail et le bon accueil et la bonne intégration de toutes et tous dans l'entreprise. Donc, pour finir sur cette partie de présentation des résultats, donc vous le voyez, on considère aujourd'hui qu'on est sur un modèle de rentabilité structurelle qui est celui du modèle sur abonnement en totale indépendance qu'on défend depuis le début. On constate qu'on a un public fidèle, à la fois nos abonnés, les prospects, enfin les gens qui s'intéressent à Mediapart. On le voit aussi dans la vivacité et la vitalité des commentaires qui sont en 2021 en augmentation sur nos articles. On le voit aussi à nos communautés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui elles aussi sont en augmentation constante. Et on le perçoit enfin dans la vitalité du club de Mediapart, dont on a aujourd'hui 4 personnes qui s'occupent, qui là aussi est en augmentation de 5% sur 2021, qui prouve bien que cette participation, cette deuxième jambe de Mediapart, est un élément important de la proposition du journal à ses lecteurs et à ses lectrices. Tout cela, on ne le répétera jamais assez, se fait sans artifice, donc sans publicité, sans mécène, sans subvention de l'État, sans accords commerciaux non plus avec les grandes plateformes. Et ce modèle d'indépendance qui est aujourd'hui profitable, on considère aujourd'hui, et Stéphane Aliès va vous en parler juste après moi, qu'il marque de plus en plus sa différence, même si on n'est évidemment pas les seuls dans ce cas, mais il marque de plus en plus sa différence par rapport à l'écosystème de la presse autour de nous, qui fait des choix différents, qui est aux mains de quelques grands patrons, qui mènent des discussions et signent des accords avec les plateformes. Et cette différence nous semblait importante aujourd'hui à vous présenter. Et je passe la parole pour cela à Stéphane Aliès. Cécile. Oui, non, c'est juste pour dire que cette rentabilité durable telle que Cécile l'a affichée est une vraie satisfaction pour nous, eu égard à l'environnement dans lequel on évolue. Louis Plenel a l'habitude de dire qu'on est un petit poisson dans une mer polluée par des grands requins. Plus que jamais, en fait, puisque on est déjà habitué depuis longtemps. On s'est construit avec une distorsion de concurrence assez effarante, qui est celle des aides publiques à la presse, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de millions qui sont reversés à des journaux qui sont pourtant en propriété de grands milliardaires, dont l'activité de presse n'est pas du tout essentielle, mais vient compléter une activité centrée sur le luxe, la téléphonie, la vente d'armes, qui n'ont pas grand-chose avec les grands groupes de presse qu'on a pu connaître ou qu'on connaît encore à l'étranger. Mais
donc cet univers-là, on fait avec, on vit sans aide, et comme le disait notre slogan, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Mais là, on assiste quand même depuis 3-4 ans, et puis là, ça devient vraiment tangible, à une nouvelle concurrence déloyale qui est celle des aides privées à la presse, issues des plateformes, et quand on dit les plateformes, en vérité, de Google et de Facebook, qui, là encore, comme les aides publiques à la presse, avant que, avec notre syndicat, le SPIL, on se batte pour en obtenir la transparence et la publicité, là, sont totalement opaques. On est dans une opacité absolue, une iniquité tout aussi absolue, puisque en fait, c'est les grands groupes de presse qui négocient de gré à gré avec Google, en se cachant derrière un secret des affaires que par ailleurs leur rédaction dénonce. Voilà. Donc là, on n'a pas les chiffres, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment Google négocie des rabais d'abonnement à son compte auprès de la concurrence. Dans n'importe quel autre système économique, ça ne pourrait tenir. Là, bon, on continue avec cette nouvelle concurrence qui quand même nous apparaît problématique. C'est pas Google qui est problématique, comme l'a dit Cécile. Notre nouveau site a tenu compte des recommandations SEO pour être mieux référencé, pour être présent sur Google, pour que, enfin, on n'est pas idiot. On sait que c'est un acteur incontournable du marché de presse, ce qui n'empêche pas de le questionner. Mais on voit bien que là, on est face à un problème, encore une fois, de transparence qui ne cesse de grandir et qui se caractérise, et on pourra en reparler derrière sur les questions, notamment avec Marie-Hélène qui est au conseil de surveillance de l'organisme de gestion collective sur les droits voisins, qui est aujourd'hui un gros chantier qui emblématise cette opacité-là, puisque cette OGC qui n'est pas reconnue obligatoire par la loi, malgré tout, essaie de recueillir toutes les bonnes volontés de presse, tous les médias. Nous avons décidé d'y adhérer pour essayer de mener au bout une négociation avec les plateformes qui permettrait de reverser les droits voisins de droits d'auteur et de façon plus équitable et transparente, parce que pour l'instant on en est très loin. Eh bien, voilà, on est face à un écosystème qui vraiment est plus pollué que jamais, pour reprendre la phrase et la citation initiale d'Edoui. Face à cet état des lieux assez déprimant, on se bat avec notre syndicat, donc le syndicat de la presse indépendante et d'information en ligne, le SPIL, et on essaie aussi, à notre modeste mesure, de faire émerger, de participer à l'émergence d'un écosystème vertueux, qui serait basé non pas sur la concentration, que nous ne cessons de dénoncer, et ce qui est illustré par notre film Mediacrash, dont on reparlera, mais également mais sur la coopération, coopération avec notamment beaucoup de pure players régionaux, des partenariats aussi avec des médias étrangers qui partagent les mêmes valeurs éditoriales, d'indépendance, pas les mêmes lignes, mais la même envie de déboulonner un petit peu des monopoles qui ne cessent de se construire, de se consolider. Nous au niveau national, mais Mars Actu dans les Bouches-du-Rhône, mais Le Poulpe en Normandie, mais Médiacité à Lille, Lyon, Rennes, non pas Rennes, Nantes et Toulouse, où il y a les mêmes logiques d'accaparement des rentes publiques au profit de la presse, où la publicité est en train de tuer la presse régionale, et donc on essaie de faire émerger aussi, en les aidant, en coproduisant des séries d'articles, des séries d'enquêtes, ces partenaires-là de presse avec qui on partage des valeurs et qui, ensemble, nous permet d'innover, d'essayer d'être un peu audacieux dans notre façon de faire du journalisme. J'en arrête là et je laisse la parole à Karine qui va dire de quelle façon on a essayé d'être audacieux de façon journalistique cette année. Alors moi, effectivement, je vais vous parler de ce qui a fait la spécificité de notre couverture éditoriale cette année. Et ce qu'on a mis en place pour être au cœur du débat public, pour être au cœur de l'actualité aussi, en ces temps bouleversés de pandémie, de guerre et de campagne présidentielle. Voilà. Alors Cécile l'a dit, elle a parlé des effectifs. On a beaucoup recruté de journalistes. Ces 2 dernières années, c'est 12 journalistes en plus, en équivalent temps plein, donc effectivement, ça doit comporter une petite part de pigistes. Donc 2 journalistes en plus depuis début 2020, ce qui nous a permis d'accroître notre force de frappe éditoriale
et de gagner en réactivité sur des sujets qui nous sont chers et qui sont chers aussi aux lecteurs, que ce soit les questions d'écologie, les questions de discrimination, les questions de financement de la vie publique, les questions liées à la campagne d'éclatement des gauches, d'extrême droitisation du débat public. Voilà. Donc désormais, avec une rédaction de 61 journalistes, on constate même qu'on est en mesure on a les moyens de nos idées éditoriales. Quand on a des projets, on peut les réaliser. Et c'est ce qui fait aussi, et encore le charme de Mediapart, c'est qu'on est en même temps une entreprise à taille humaine. C'est-à-dire que malgré cette force éditoriale qu'on a acquise, on reste une entreprise très mobile, très agile, comme on dit dans l'univers de la technique. C'est-à-dire qu'on est vraiment en capacité de se remobiliser assez vite, même très vite, sur des événements éditoriaux. Dernier exemple en date, c'est la guerre en Ukraine. On s'y est tous mis. Il n'y a plus de rail. On n'est pas dans nos rubriques. On se mobilise tous. On réfléchit à l'actualité. On réfléchit ensemble. Il y a cette conférence de presse tous les matins, cette conférence de rédaction tous les matins à 10h30 qui mobilise largement la rédaction, mais aussi au-delà l'ensemble des services opérationnels. Pour nous, c'est très important que tout le monde soit dans le ton de l'actualité. Sur la guerre en Ukraine, très vite, on a été en capacité à la fois d'avoir des gens sur le terrain. Là, on a des reportages directs de deux de nos journalistes qui sont aujourd'hui à Lviv, donc avec des reportages aussi à Ternopil, à Loutsk. Voilà, donc c'est une nouveauté pour nous d'être capable comme ça d'être très présent sur des grosses actualités comme ça, avec aussi une mobilisation, un déploiement sur les questions de la menace nucléaire, sur les enjeux du gaz, du pétrole, de la sécurité alimentaire, sur toutes les questions de la nouvelle donne géopolitique impliquée par cette nouvelle situation, nos enquêtes qu'on a pu aussi remettre en œuvre sur l'influence des oligarques russes en France. Voilà, donc il y a cette capacité de mobilisation sur l'actualité. Et évidemment, là, ce qui va nous occuper et ce qui nous occupe en réalité depuis un certain temps, c'est la campagne présidentielle, puisque en fait, on a préparé cette campagne et notamment les recrutements qu'on a pu faire étaient tendus vers cet objectif. Puisqu'évidemment c'est important, c'est un moment important pour nous tous. À un moment de cette nature, on sent bien que l'investigation prend tout son rôle démocratique, puisque voter suppose de savoir. Donc voilà, on a pris les candidats les uns après les autres, on a regardé leurs entourages, leurs influences, leur financement. Ça nous paraît évidemment hyper important dans un moment comme celui-là d'être capable de donner aux lecteurs l'information la plus utile pour tous et pour toutes. Donc c'est pour ça qu'on a recruté au pôle enquête, mais aussi au pôle politique dans cet objectif. Je peux vous donner quelques exemples d'enquêtes qu'on a publiées récemment et qui font bouger les lignes, parce que vous savez aussi qu'on assume complètement, et c'est ce qu'on recherche en fait, de faire un journalisme d'impact, un journalisme qui produit des effets, qui oblige les autorités publiques aussi à bouger, à faire des lois, à faire des modifications législatives qui prennent en compte ce qu'on est capable de donner en termes d'information. Donc vous avez vu nos enquêtes sur les financements de la campagne de Zemmour, les fuites des cadres du parti de Marine Le Pen, le clientélisme mis en place par Valérie Pécresse pour récupérer des soutiens, Fabien Roussel récemment, avec sa rémunération comme assistant parlementaire pour lequel il a été bien en mal de donner des traces de son travail. Journalisme d'impact, je vous le disais, puisque vous avez vu que le PNF vient d'ouvrir une enquête, donc c'est vraiment dans la suite directe des informations, des révélations exclusives des informations qu'on a été capable de produire. Je vous cite pas tout, on est revenu aussi sur la campagne d'Emmanuel Macron, sur les prestations de suspectes, les prestations de sécurité suspectes. Et également, on a Yannick Jadot, Anne Hidalgo, etc. En fait, l'ensemble des candidats, ils sont passés d'une manière ou d'une autre. En même temps que ces révélations, évidemment, pour nous, c'est important d'avoir un dispositif de campagne qui donne à voir les mouvements de cette campagne électorale. Donc,
Là, on a aussi tenu à inviter le plus grand nombre de candidats possible. Alors, c'est pas terminé, on va continuer de le faire. Ça, c'était dans le cadre de notre émission à l'air libre, j'y reviendrai un peu plus tard. On a fait un bilan approfondi du quinquennat d'Emmanuel Macron. On analyse les programmes des candidats. On a aussi considéré, ça c'est sans doute ce qui fait aussi une spécificité de notre couverture, que l'abstention qu'on considère comme un risque majeur dans cette élection devait être considérée comme un candidat à part entière. Pour reprendre aussi un peu ce qu'a dit Stéphane sur le maillage territorial serré, c'était à la fois qu'on a réussi à construire, notamment grâce à nos partenaires, mais aussi par ce qu'on appelait des postes d'observation, des journalistes qui allaient de manière récurrente et qui continuent d'aller de manière récurrente dans différentes villes de France pour aller au plus près des lecteurs. Vous connaissez sans doute depuis le temps, puisque c'est une constante à Mediapart depuis le début. On ne publie pas de sondages dans nos colonnes. On considère qu'ils sont trop biaisés, induisent en erreur nos électeurs. Mais en revanche, on fait confiance dans nos outils de journalistes, dans le reportage, pour aller au plus près des tendances, des mouvements et des mouvements de l'électorat. Et puis, notre spécificité aussi dans cette campagne, peut-être, c'est qu'on a tenu à rendre visibles des thématiques qui nous paraissaient invisibilisées et qui nous paraissent aussi importantes. Donc, pour vous donner un exemple, le pôle société s'est mobilisé pour raconter dans nos vies quotidiennes l'extrême droitisation dont on parlait juste avant de la vie publique, de ce qu'on entend dans les médias et des paroles politiques, avec ce qu'on a appelé une chronique de la haine ordinaire qui débusque les actes racistes, antisémites, islamophobes dont sont victimes nos concitoyens ici et là. Alors, pour porter notre force de frappe éditoriale, évidemment aussi, et pour la valoriser, on a développé de nouveaux formats ces derniers mois, dans un but également d'ouvrir notre public le plus largement possible. Vous savez, qu'on aime à dire qu'on est un journal sans frontières, mais aussi on veut ouvrir les portes, on veut ouvrir les fenêtres, et on veut aller au-devant de nouveaux publics. On cherche un public plus jeune, plus populaire, plus divers. C'est vraiment important pour nous d'aller toujours de chercher, y compris des personnes qui sont un peu plus éloignées a priori de la lecture habituelle de la presse. Alors pour ça, il y a plusieurs outils. Les nouveaux formats, j'y reviens tout de suite, mais quand même, il y a des thématiques, par exemple, en ce qui concerne la jeunesse, qui leur sont chères et qui nous sont chères aussi à nous, et c'est pour ça qu'on les a renforcées. Les questions climatiques, les questions de genre, les questions de violence policière, les questions de diversité, tout ça, c'est des sujets dont on sent qu'ils mobilisent la jeunesse et sur lesquels nous, on continue d'être très, très présents et d'apporter des enquêtes, des investigations, des analyses fournies. Alors, en ce qui concerne nos nouveaux formats, sur le plan audiovisuel, ils sont nombreux. À l'air libre, vous connaissez déjà, puisque vous savez qu'on a commencé cette émission pendant le confinement. Je vous parlais de réactivité, de capacité de mobilisation d'une entreprise à taille humaine. Ça, c'est vraiment c'est le plaisir d'avoir une idée. Je crois qu'on a eu l'idée la veille, au moment du confinement. 24 heures plus tard, on était capable de diffuser une demi-heure quotidienne d'émissions avec des analyses, des entretiens et du reportage. Alors pendant le confinement, peut-être un peu moins de reportage, mais en tout cas là, l'émission, elle est vraiment montée en puissance. Elle est en rythme de croisière, là on pourrait dire. Donc c'est toujours du lundi au jeudi, une demi-heure en direct, diffusée largement sur les réseaux sociaux, avec un ton incisif, une volonté de faire ressortir les thématiques de la société, ses mobilisations, sa diversité, d'être en prise vraiment. C'est aussi une autre thématique forte de Mediapart. On veut être le journal, on veut être représentatif de la société dans laquelle on vit. Et puis, alors, ce qu'on a, ça, c'est à l'air libre, donc vous l'aviez déjà vu l'année dernière. Ce qu'on a vraiment développé cette année, c'est nos nouveaux formats vidéo.
Ça, des enquêtes d'un format qui est variable, 12 minutes, 20 minutes, même parfois un peu plus, 30 minutes. Je crois que la dernière vidéo dont je voulais vous parler, que vous avez forcément vue, c'est notre vidéo Zemmour, sur les accusations de 8 femmes face caméra, les accusations de violences sexistes et sexuelles contre Éric Zemmour. Voilà, donc ça c'est vraiment un format pour nous qui est important, qui nous permet d'aller au-delà de nos lecteurs et de donner aussi davantage de force, puisqu'on sait bien que l'image peut renforcer la force des témoignages et de mettre en valeur nos informations. Je veux citer aussi tout le travail qu'on a fait et qui a donné lieu à une vidéo qui a super bien marché aussi autour des 2 ans d'imposture de Didier Raoult. On avait été un des premiers journaux à pointer les difficultés, les dysfonctionnements qu'il y avait dans son entourage, dans sa manière de présenter les choses. Et il y a quelques semaines, on a été en mesure de raconter tout ça, de synthétiser tout ça avec force dans une vidéo. Vous avez aussi sans doute vu passer cette vidéo sur les néo-nazis dans l'armée. Donc je le dis pas, mais toutes ces enquêtes en fait, elles sont faites aussi grâce aux ressources nouvelles dont on s'entoure sur l'open source. Et là, en l'occurrence, les néo-nazis dans l'armée vraiment étaient construites à partir de cette nouvel outil d'investigation qui nous paraît hyper utile et pour lequel évidemment on va continuer de se renforcer. Et puis aussi vous citez, parce que là pour le coup c'était une enquête pour laquelle on avait fait appel à des compétences de motion design, qui était notre enquête sur l'usage des grenades au mépris des règles, pour lesquelles on avait réussi à disséquer 5 ans d'analyse visuelle de manifestations. Voilà, et puis tout un tas de vidéos plus classiques, plus pédagogiques, par exemple celle sur le lien dans les affaires Mimi Marchand-Sarkozy. Pour nous, c'est aussi évidemment très utile, notamment pour un public plus jeune, pour réussir à leur raconter, parce que certaines de nos enquêtes durent depuis 2 ans, 3 ans, plus encore parfois, et donc être en capacité de ramasser à un moment donné ce qu'on raconte. Dans les nouveaux formats vidéo, on a continué de se développer dans le podcast, en direction de la jeunesse, sur l'engagement de la jeunesse, le podcast de Radija Zerouali sur la relève, dont vous avez peut-être entendu parler, et puis l'Esprit critique, qui est notre nouvelle émission hebdomadaire qui nous permet d'investir, enfin de nous présenter dans un nouveau champ qui est le monde des arts et de la culture, sur lequel on était déjà présent, mais de manière un peu entre les lignes, on va dire, et là qui, voilà, d'une manière régulière, nous impose dans ce champ, puisque chaque semaine il est question soit de cinéma, soit d'exposition, soit de littérature, soit de spectacle vivant, et voilà, pour nous c'est une grande avancée, et ça nous permet voilà, encore une fois, de nous installer dans un champ sur lequel on était assez peu présent jusque-là. Et puis les articles lus, qui sont désormais proposés à un rythme quotidien, qui nous paraissent aussi très importants pour tenir compte des nouveaux modes de consommation de l'information, de l'actualité, en mobilité. Voilà, si les gens ont envie de faire autre chose, quand ils prennent les transports en commun, ils peuvent avoir accès à nos articles. Et aussi pour, je vous parlais d'un public plus divers, on tient aussi, voilà, à faire attention aux personnes en situation de handicap. Et pour nous, c'est important de mener tous ces combats en même temps. Les newsletters aussi qu'on a beaucoup développé en termes de nouveaux formats, toujours dans l'idée d'aller vers le lecteur, de sortir du site et de diffuser plus largement. Les newsletters, les 4 dernières, c'est la newsletter écologie, la newsletter présidentielle, la newsletter enquête et la newsletter sur les questions de genre, évidemment, qui nous paraissent hyper importantes. Et pour terminer, vous dire aussi que ces nouveaux formats, on les décline à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le club, puisque récemment, on a été en mesure, en collaboration avec nos abonnés, et en l'occurrence, il s'agissait de chercheurs, de proposer à la fois un e-book et des podcasts, puisque voilà, de cette même manière, on peut travailler de manière collaborative avec nos lecteurs. Et je donne la parole à Renaud, puisqu'évidemment tout ça n'a de sens aussi que parce qu'on est capable de le valoriser de manière intéressante et forte et belle avec un nouveau site
un nouveau site notamment. Voilà. Bon, en effet, afin de mettre en valeur donc cette richesse éditoriale et la multiplication des formats dont a parlé Karine, en 2021, on a revu aussi nos supports. Donc, on avait début 2021 lancé une nouvelle application mobile. Et comme l'a dit au début Cécile, en novembre 2021, on a lancé une nouvelle formule du site. Donc, elle était nécessaire parce que la dernière évolution d'ampleur datait de 2013. Donc, on a lancé ça en fin novembre. Donc, l'idée était de mieux répondre aux attentes du public en revoyant notamment, dans un premier temps, la page d'accueil, les articles du journal, les billets du club. Voilà, privilégier le confort de lecture, être plus distinctif, plus accessible, plus lisible. Et surtout, on voulait du coup prendre en compte cette richesse à la fois en nombre de nos contenus et des nouveaux formats. Et surtout aussi affirmer une politique de l'image plus présente et mieux maîtrisée sur le site, avec notamment la création d'un poste spécifique à l'été 2021 de responsable photo avec Sébastien Calvé, qui est actuellement en exercice derrière vous. Donc voilà, c'était vraiment réaffirmer et réinventer notre différence dans la fidélité à nos engagements initiaux, à savoir l'actualité quotidienne, les enquêtes et le temps long, la mémoire de nos archives, le participatif et les nouveaux genres éditoriaux. Donc ce qui est en ligne, même si c'était un gros chantier de plusieurs mois qui a été mené en interne avec toutes les équipes de l'entreprise et aussi auprès de nos lecteurs avec des abonnés ou non, avec des entretiens, des questionnaires, etc. Donc c'est vraiment une première pierre et c'est amené à évoluer tout au long des mois qui viennent. Et donc parallèlement à ce travail sur les formats et les supports, donc 2021 a aussi été pour nous une année d'expérimentation de nouvelles déclinaisons de nos enquêtes et de nos contenus pour donner à voir Mediapart autrement, toujours dans cette idée, comme disait Karine, de toucher un public plus large et différent. Donc un premier exemple de déclinaison en 2021 qui est peut-être le plus symptomatique en fait de la manière dont Mediapart peut être un laboratoire, il s'agit en fait d'un jeu vidéo qui est en bas qui s'appelle Rubicon, donc une conspiration du silence. Donc ce jeu est sorti en octobre 2021, à la fois sur mobile et sur ordinateur, et en coproduction avec deux studios de jeux vidéo, donc Midnight Mood et Label Games, qui en fait ont poursuivi un projet qu'on avait lancé en octobre 2016. On avait organisé un événement dans nos locaux sur 3 jours. On avait enfermé de leur plein gré des journalistes de la rédaction, des développeurs, des graphistes et des professionnels du jeu vidéo pour qu'ils créent des équipes et inventer en fait des prototypes de jeux vidéo en 48 heures. Donc des jeux vidéo qu'on appelle du réel, donc inspirés directement d'un travail d'enquête journalistique ou de gros événements d'actualité. Donc à l'issue de cet événement, il y avait 8 prototypes de jeux qui fonctionnaient, qui avaient été proposés et qu'on avait pu proposer également à nos abonnés. Et en fait, un de ces prototypes a continué à être développé par les deux studios pour aboutir à la création de ce jeu vidéo. Donc en fait, c'est un jeu dans lequel les joueurs incarnent une salariée en charge de la sécurité des aliments dans une multinationale et qui progressivement va endosser le rôle en fait d'une lanceuse d'alerte. Donc c'est un jeu avec plusieurs trames narratives. Donc selon les choix des joueurs, en fait, ils sont confrontés à différentes situations, tout inspiré de faits réels et de lanceurs et lanceuses d'alerte réels également. Et l'intégralité du scénario est basée sur un travail journalistique. Donc voilà, c'est vraiment montrer comment en fait faire des choix peut avoir un impact. Et le pari qui a été fait avec nos partenaires, c'est de montrer que le jeu vidéo peut être la continuation du journalisme par d'autres moyens et faire prendre conscience aussi aux joueurs que comment le dévoilement d'une information d'intérêt public peut se heurter à de puissants acteurs, peut avoir des conséquences pour les lanceurs d'alerte, mais aussi aider à changer la société. Une seconde expérimentation qu'on a poursuivie en 2021 et donc avec les bandes dessinées en librairie. Donc depuis des années, en fait, avec la revue dessinée, Mediapart fait régulièrement équipe. On avait des petits projets au fil de l'eau et du coup, notre rédaction en 2021 a décidé de pérenniser une collaboration de coédition. Et après une première édition en 2020 d'un album consacré aux violences policières qui a tué des dizaines de milliers de lecteurs, on a fin 2021 publié un deuxième hors-série qui était une sélection d'enquêtes un peu marquantes de Mediapart en bande dessinée, qui était aussi représentative en fait de notre couverture éditoriale. Donc c'était pas seulement des enquêtes politico-judiciaires, mais aussi sur le sujet de la solidarité avec les migrants, la lutte contre la corruption, le refus du sexisme et des injustices faites par exemple aux habitants des banlieues. Donc pour nous, la bande dessinée, c'est vraiment un moyen de toucher un public plus large et de montrer d'autres facettes de ce qu'on peut faire et faire découvrir à celles et ceux qui nous connaissent peut-être que de réputation ou de nom que Mediapart se résume pas justement à ces grandes affaires qui font souvent beaucoup de bruit médiatique et politique.
Et donc dans le contexte de l'élection présidentielle, on a aussi sorti en janvier et février deux albums thématiques. Le premier qui s'appelle Aux portes du palais, comment les idées de l'extrême droite s'installent en France. Donc à l'approche du scrutin, l'idée était vraiment de mettre en valeur le travail d'enquête mené depuis 3 ans à Mediapart sur ce sujet de l'extrême droite, et qui est adapté donc en bande dessinée par le dessinateur Hervé Bourris. Donc c'est un portrait voilà de l'extrême droite française, incarné par la famille Le Pen et plus récemment par Zemmour, et qui balaye à la fois les affaires judiciaires, les incohérences, la banalisation médiatique, et pour un peu montrer voilà que ça infuse aussi dans les médias et aussi dans la société ce risque de l'extrême droite. Et le deuxième album, le plus récent, donc c'est La présidence Macron sous enquête, qui est sorti en février, qui est également en fait l'illustration, l'adaptation en BD par le dessinateur Bruno Mangiopou de 5 ans d'enquête de Mediapart sur la présidence Macron. Donc on passe de Rugy à Dupond-Moretti, en passant par Benalla, par Kohler, par Darmanin. C'est montrer un peu comment, contrairement aux promesses qui avaient été faites d'exemplarité ou de changer la vie politique en 2017, il y a eu toutes ces affaires-là, et c'est voilà, un bilan que le quinquennat, que le pouvoir actuel aurait totalement préféré laisser dans l'ombre. Et sur l'ensemble de ces 4 albums, donc aujourd'hui on a vendu plus de 50 000 exemplaires de cette collection. Donc pour nous c'est un vrai succès. On va continuer la collaboration avec la revue dessinée, avec au moins deux nouveaux projets d'albums à paraître en 2022. Et la dernière exemple de déclinaison et d'expérimentation, c'est Mediapart au cinéma. Donc c'est la plus récente, puisque le documentaire Media Crash qui a tué le débat public est en salle depuis le 16 février. C'est un film réalisé par Luc Hermann de Première Ligne et Valentine Auberti, puisqu'on s'est associé à la coproduction avec l'agence de presse Première Ligne, qui produit notamment Cache Investigation, avec aussi un distributeur indépendant et qui s'appelle Jour de Fête, qui nous a accompagnés sur ce projet, et une société qui s'appelle La Grande Distribution, qui nous a accompagnés sur l'organisation de débats et d'événements autour de cette sortie. En fait, on avait pensé ce film réalisé dans des délais très courts, comme un documentaire d'enquête et un film vraiment d'intervention, dans le contexte doublement particulier de la campagne présidentielle et de l'accélération de la concentration des médias dont parlait Stéphane tout à l'heure. Donc on n'a pas conçu comme un objet cinématographique, mais on a considéré que sa place était au cinéma pour pouvoir en fait prolonger les projections par des débats et par une conversation démocratique avec le public. Donc c'est pas un film théorique ou de témoignage, c'est vraiment aussi un film de révélation fidèle à ce qu'on peut être et à ce que peut être aussi Première Ligne. Donc on avait opté pour une sortie en avant-première évidemment pour nos abonnés sur le site pendant 24 heures, puis une sortie au cinéma. Pas une sortie, on va dire, nationale classique comme c'est le cas souvent, mais plutôt avec pour priorité d'accompagner le maximum de projections avec des débats dans toute la France, et vraiment avec les équipes de Mediapart, celles de Première Ligne, aussi avec les médias partenaires dont a parlé Stéphane, des médias locaux, nationaux, des associations, etc. Donc voilà, vraiment dans cet objectif de retrouver aussi un public qui, depuis le début du Covid, on avait plus de mal à rencontrer et à échanger avec. Donc à cette date, le film comptabilise plus de 20 000 entrées au cinéma, et plus de 100 débats ont eu lieu ou sont programmés à ce jour, et on sait qu'au moins jusqu'au mois de mai, il va continuer sa vie en salle. Et voilà, pour exemple de cette vitalité, ce jeudi, là, 17 mars, il y a pas moins de 10 projections débats qui ont lieu un peu partout en France. Donc pour nous, c'est aussi une bonne surprise, un beau succès, puisque aussi en termes de public, puisque on voit que les salles sont remplies autour de ces projections. Les cinémas, derrière les exploitants avec qui on discute, sont assez surpris de voir des salles remplies, et surtout surpris de voir des salles remplies avec un public qui est en grande partie assez jeune. Donc voilà, ces 3 exemples de déclinaison, à chaque fois, comme vous avez pu le voir, en nous associant pour chacune avec des partenaires de confiance dans ces différents univers. C'est pour nous un peu, nous démontre l'enjeu pour nous d'expérimenter ces nouvelles formes de récits et de diffusion de la richesse en fait de 14 ans d'enquête de Mediapart. Pour conclure cette partie de présentation, vous résumez peut-être les messages clés qu'on a souhaité vous porter aujourd'hui, à la fois le message sur cette rentabilité qui devient structurelle, ce modèle d'indépendance sur abonnement qui fait ses preuves, qui creuse aussi la différence de Mediapart dans l'écosystème de la presse actuellement, avec tout le lot d'inquiétudes que ça peut générer sur le pluralisme de la presse et sur les combats aussi à mener dans les mois à venir. Et Mediapart, il continue
d'expérimenter des nouveaux formats, des nouveaux supports pour valoriser son savoir-faire, parce que on ne souhaite pas rester sur des recettes classiques mais pourtant fonctionnelles. On veut aller vers un public toujours plus large et plus divers. Et pour nous, les expérimentations dont on vous a parlé font partie de tout ce laboratoire qu'on essaye d'être, qui essaie, qui expérimente, qui innove. Et tout cela sera traduit dans un prochain plan stratégique qu'on va élaborer collectivement cette année et qui nous permettra de spécifier un peu plus les orientations autour desquelles on va se concentrer dans les années à venir. Avant de passer aux questions, vous dire que dans le livret qu'on vous a distribué, tous les chiffres et toutes les informations sont présents et de manière un peu plus détaillée. Vous dire aussi que pour être efficace, on n'a pas pu tous s'exprimer aujourd'hui, mais je voudrais vous présenter nos collègues du comité de direction, Cédric Lepécuchel, qui est le directeur du service de la relation abonnée, Julie Soquel, notre directrice marketing, et Olivier Grange-Labatte, qui est notre CTO. Ils sont tous présents et présentes à nos côtés pour répondre aux questions éventuelles que vous pourriez avoir. Et évidemment, Marie-Hélène Smiéjean et Edoui Plenel sont également présents et peuvent répondre à des questions si vous en avez pour eux. Merci pour votre attention et à vous si vous avez des questions. Oui, bonjour, Audrey Viala pour la correspondance de la presse. Vous avez évoqué tout à l'heure les sujets du droit voisin. J'aurais aimé avoir plus de détails sur les négociations qui sont en cours, savoir si Google et Facebook vous avez aussi contacté à titre personnel, combien ils vous avaient proposé, voilà, avoir plus de détails sur le sujet. Sur la question du droit voisin, je disais en fait de façon très succincte, mais on va pouvoir développer avec Marie-Hélène. C'est une action collective avec notre syndicat en fait, le SPIL, dont on est membre fondateur, et c'est à travers le SPIL qu'on a décidé de s'impliquer dans ce qui n'est que le début pour l'instant d'une bataille. Ça va quand même à un rythme assez lent. Je peux tout de suite céder la parole à Marie-Hélène qui est au comité de surveillance de cet organisme de gestion pour qu'elle nous fasse un point sur ce qui est. Pour l'instant, nous n'avons rien négocié et l'idée n'est pas de négociation quoi que ce soit de façon bilatérale. Voilà. Les choses sont claires. Oui, donc pour être précis, il n'est pas question pour nous d'une négociation individuelle et ni de contribuer à ces accords opaques que l'on condamne. La question qui s'est posée à Mediapart était de dire est-ce qu'on s'associe à une démarche collective qui vise à empêcher clairement Google et Facebook de négocier ou de s'acheter des titres de presse au lieu de respecter la loi étant qu'ils doivent, au titre des droits voisins de la presse, négocier de bonne foi, de façon équitable et transparente. Donc on a considéré à l'initiative du SPIL qu'on devait se rattacher à cette négociation collective au même titre, vous savez que cet organisme de gestion collective s'est associé avec la SACEM, donc il s'agit d'empêcher que les GAFAM utilisent la production de l'information sans rémunération, donc production d'informations réalisée par des éditeurs de presse, sans rémunération, autre que ce qu'ils avaient indiqué jusqu'à maintenant, qui était de dire on vous apporte de l'audience, donc ça doit suffire. Donc clairement, depuis 2019, la loi dit que ça ne suffit pas et qu'ils doivent rémunérer, qu'ils doivent négocier de bonne foi et qu'ils doivent négocier de manière équitable et transparente. Donc cette initiative menée par l'organisme de droit voisin, l'organisme de gestion collective droit voisin de la presse, a cet objectif-là et de manière à ce qu'on avance sur ce sujet. On sait aussi que malheureusement c'est la puissance publique qui peut faire bouger les choses et qui peut faire avancer ou on va dire clairement contraindre Google et Facebook à arrêter de jouer la montre et mettre en place ces accords collectifs, puisqu'en fait, les deux pays qui sont et qui ont obtenu avec, on va dire, une juste rémunération, c'est l'Australie et le Canada, et ces deux pays ont obtenu des choses grâce à la puissance publique qui a dit maintenant ça suffit, vous devez négocier et vous devez rémunérer ce que vous faites en utilisation
des contenus créés par des éditeurs de presse et créés par des équipes éditoriales. L'autre point très important, c'est la question des critères, c'est-à-dire qu'est-ce qui détermine la production d'une information et qui justifie cette rémunération au titre des droits voisins. Il nous semble bien évident que le critère de l'audience ne peut pas être le critère de la qualification d'une production de contenu éditorial sur des éditeurs de presse. Pour prendre un exemple caricatural, mais qui est parlant, si on retient uniquement le critère de l'audience, Télé Loisirs va obtenir 4 fois plus de droits voisins de Google que Le Point. Je prends volontairement ces deux exemples parce que ça montre qu'effectivement la production d'un contenu éditorial et des équipes éditoriales qui le produisent, ça n'est pas le critère de l'audience. Et si cette rémunération doit répondre à l'utilisation de ces contenus par Google et par Facebook et par Microsoft et par Apple, etc., par l'ensemble des GAFAM, il faut que ce soit aussi le critère de la création du contenu éditorial qui soit pris en compte. Et, pardon. Non, là, je ne prends pas. Ah non, vas-y, c'est un vrai. Non, je voulais ajouter deux choses, juste. C'était dire que on regarde avec attention le recours aujourd'hui mené par le SEPF, le syndicat de la presse magazine, contre Google auprès de l'autorité de la concurrence. Et autre chose, c'est que ce que Marie-Hélène vous a dit, quelque chose qui a été discuté très collectivement avec toute l'entreprise, avec toute la rédaction, après 2 AG, où on a discuté de... Enfin, pour nous, c'est vraiment un sujet très très sérieux. Les représentants du SPIL sont venus expliquer à la rédaction et aux employés de l'entreprise quels étaient les tenants aboutissants. Et tout ça pour dire que j'invite vraiment toutes les rédactions et toutes les équipes de salariés de tous les autres journaux à s'emparer de ce sujet-là, ne pas laisser ce dossier à leur direction. Il en va quand même. On est à un moment où c'est tout aussi important pour la presse ce débat que ce que n'a été la question, l'invention de la SACEM pour les droits musicaux. C'est important. L'indépendance de la presse doit être au cœur aussi de ces débats sur comment on répartit d'éventuels droits voisins de droits d'auteur. Ce qui ne veut pas dire que voilà. Enfin, après, on est vraiment au début du cheminement de l'OGC et de sa reconnaissance et j'espère de son succès pour la répartition de ces droits voisins de droits d'auteur. Mais voilà, c'est un sujet vraiment qui doit intéresser tout journaliste et tout membre de rédaction et pas seulement les grands propriétaires de presse déjà évoqués. Je voudrais juste rajouter 2 petites questions. Vous en êtes où concrètement sur les négociations? Est-ce que vous êtes proche d'un accord, loin d'un accord? Et Bruno Le Maire récemment au Sénat a dit qu'il serait prêt à relégiférer si jamais la loi de 2019 n'était pas suffisante. Est-ce que vous pensez que c'est la loi de 2019 qui a été mal faite? Il faudrait rajouter des éléments dans cette loi pour contraindre encore plus ces entreprises? Alors, quand on parle de proche d'un accord ou loin d'un accord, Mediapart n'est pas dans une négociation. Oui. C'est-à-dire que si vous voulez savoir où en est l'avancement de la négociation menée par l'organisme de gestion collective, il faut s'adresser au bureau en fait de cet organisme. Alors soit Jean-Marie Cavada, qui est le président et qui est très mobilisé sur ce sujet-là, parce que c'est lui-même qui avait porté ce sujet au niveau de l'Europe et qui continue à pousser sa déclinaison, soit les membres du bureau, dont on a 2 représentants qui sont 2 représentants du SPIL, Laurent Mauriac et Marie-Christophe Hénin. Donc ça, c'est l'avancement de la négociation, on veut dire, au niveau des organismes de gestion collective avec les GAFAM. En ce qui concerne la puissance publique, eh bien, je viens de le citer. Donc je pense qu'il faut à un moment qu'il y ait une obligation de négociation par peut-être une précision de la législation ou davantage de contraintes, parce que sinon ça va se transformer en une négociation de gré à gré avec les plus gros acteurs, et ça va surtout se transformer, c'est au détriment du pluralisme de la presse et au détriment des petits acteurs. C'est-à-dire que
Stéphane et Karine vous ont dit à quel point on pense que c'est important de soutenir une presse d'information régionale, indépendante, et on voit bien que si ces critères se négocient entre moi je suis le plus gros, je suis le plus fort, j'ai le plus d'audience, j'ai le plus de poids, donc je veux le plus d'argent, j'ai plus d'argent que mon voisin qui est plus petit, mais non, mon voisin il est plus gros, etc. Ça fait le jeu de Google, ça fait le jeu de Facebook. Vous citiez la commission d'enquête sénatoriale. Réécoutez le discours de Missoff de Google et de Sally de Facebook qui se congratule d'avoir contribué à aider à la numérisation des titres de presse. Mais un titre de presse indépendant ne doit pas dépendre encore davantage de Google et de Facebook. Il y a déjà une mainmise sur la distribution qu'on n'a pas pu effectivement empêcher ou contrôler. Il ne faut pas qu'en plus maintenant ce soit une mainmise de ces acteurs sur dire moi je te choisis toi en tant que titre de presse et je te donne à toi plus d'argent que... Donc c'est les enjeux de l'indépendance de la presse, c'est les enjeux du pluralisme de la presse, et c'est les enjeux aussi de qu'est-ce que c'est que l'information hiérarchisée, qui n'est pas la plus cliquée, qui n'est pas la plus relayée, qui n'est pas... Donc ça fait des années on a l'impression de revivre le combat quand on s'est créé à Mediapart en disant il faut trouver un modèle économique où on ne dépend pas de la publicité, parce que la publicité entraîne justement le plus lu et qui n'est pas forcément le plus important dans cette notion de hiérarchie de l'information. Et on recommence là avec des acteurs qui vont donner de l'argent en rémunération, non pas d'ailleurs de l'information, mais en rémunération des données des lecteurs. Donc soyons, on va dire, vigilants et pas naïfs. Google et Facebook ne donnent pas ça pour aider les titres de presse, ils donnent ça pour obtenir davantage d'informations sur les individus qui s'abonnent à ces titres-là, qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment, etc. etc. Donc c'est vraiment des enjeux très importants et vraiment Stéphane le disait, c'est notre enjeu à tous, journalistes, à nous tous défenseurs de l'information, et à veiller à ce qu'effectivement il n'y ait pas une mainmise supplémentaire des GAFAM sur la qualité du contenu d'information en France. Pardon, je m'engage. Mais bon, vous avez compris que c'est un sujet qui me tient à cœur. Pour répondre très franchement à la question, oui, aujourd'hui la loi est insuffisante et oui, il faudrait dans un premier temps que l'organisme de gestion soit obligatoire et s'impose. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. D'accord, merci. Oui, Didier Falcan, de Clé de la Presse. Vous êtes arrivé à 200 000 abonnés, enfin un peu plus de 100 000 individuels. Vous étiez content. Maintenant, c'est quoi l'étape derrière puisque je ne dis pas que vous plafonnez, c'est pas parce que vous avez fait un super gap en 2020, mais finalement 2021 c'est au niveau de 2020. Quel est le cap que vous fixez pour les années à venir? Alors, selon Edoui Plenel et selon le reste de l'équipe, c'est pas forcément la même chose. C'est une plaisanterie entre nous. On a notre bien-aimé président qui nous incite et nous invite toujours à dépasser. Alors, donnez-nous les deux chiffres, comme ça. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'objectif chiffré fixé. On va en discuter cette année, mais de manière générale, on va discuter des orientations et des objectifs généraux de Mediapart pour les années à venir. On n'est pas forcément dans une course au recrutement non plus. Contrairement à d'autres, on ne fait pas alliance avec Google pour faire baisser le prix de l'abonnement. On ne brade pas. On considère que l'information a un prix et on est fiers de continuer à ne pas la brader. On se rend compte qu'avec ces 200 000, effectivement, on vit déjà très bien. Du coup, tout ça sera clarifié dans les mois à venir, mais ce ne sera pas forcément des objectifs en termes de nombre d'abonnés ou de recrutement. C'est aussi des objectifs qualitatifs, c'est aussi des objectifs de diversification des publics qu'on touche. Et voilà, on aura l'occasion d'en discuter avec toute l'équipe comme on le fait toujours, afin d'élaborer plus précisément les axes de notre prochain plan stratégique. Edoui, si tu veux compléter et donner un chiffre, tu peux. Et pardonnez-moi juste pour compléter ce que vous disiez sur la diversification des publics. Ces 200 000 abonnés, quel profil, quels âges, et comment vous arrivez, moi je travaille à Télérama, là ce qui est compliqué c'est les jeunes, pour ce qui me concerne, et vous, est-ce que vous avez cette problématique ou pas, et comment ça se passe? Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre que moi, parce que c'est pas forcément moi. Sur les profils, ouais, Julie.
Alors, bon, alors déjà, on ne collecte pas de données sur nos lecteurs. On collecte pas les dates de naissance, les âges, etc. Donc, on n'est pas capable de profiler très très finement notre public. Pour autant, on a des contenus dédiés qui nous permettent d'aller chercher ces jeunes. Karine en a parlé, on a sorti l'année dernière un podcast qui s'appelle La Relève de Rachid Chezerwali, dédié aux jeunesses plurielles, Bismobilier, etc. Ce podcast, on a travaillé, on a testé un mode de diffusion particulier qui n'était pas monétisé, mais qui était justement accessible contre la saisie d'une adresse email, ce qui nous a permis de le diffuser plus largement. On l'a aussi dit un peu tout à l'heure, notre émission À l'air libre, qui est en accès libre, nous permet d'aller cibler un public plus jeune. Et justement tous ces formats en fait audiovisuels, hein, c'est valable aussi pour la BD, etc., nous permettent vraiment d'aller capter un public qui a moins de moyens et qui est plus affinitaire en fait avec ces nouveaux formats et ces formats audiovisuels. Et on se rend compte aussi du coup sur les événements qu'on peut faire, que ce soit autour du film et même sur des festivals qu'on fait chaque année ou d'autres types d'événements depuis 2-3 ans, on remarque une part de public jeune qui est vraiment représentative et assez massive dans le public de ces événements. Pour autant, on n'est pas sûr qu'ils soient abonnés, mais en tout cas, voilà, ils ont eu connaissance de Mediapart, comme disait Julie, via des vidéos, via Usul, via l'air libre, via des podcasts. Donc, on sent qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent à ces événements, et même en effet sur les débats au cinéma, oui, c'est quelque chose qui a frappé à la fois les exploitants et nous de voir vraiment un public jeune assez massif dans ces salles. Là, on aurait pu avoir l'image d'un public de cinéma sur un documentaire un peu plus âgé, mais voilà, c'est vraiment flagrant, en tout cas dans les événements depuis au moins 2 ans. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent nous voir. Après, on mène aussi des actions. Par exemple, cette année, on est disponible sur l'application Pass Culture. Donc, tous les jeunes de 15 à 18 ans ont une enveloppe de 300 € à utiliser sur des offres culturelles et services culturels. On est présent sur cette application-là et il y a pas mal de jeunes en fait, qui souscrivent un abonnement à Mediapart. Voilà, ce qui permet de capter ce public-là. On a fait le pari aussi que c'est notre traitement éditorial qui peut correspondre à renouvellement du lectorat. Quand on met le paquet, comme le disait Karine, sur les discriminations, les questions de genre, les violences sexuelles, les violences sexistes, les questions climatiques, on pense et on le vérifie effectivement. Moi, quand j'étais à Grenoble, à Amiens, dans des salles, effectivement, il y avait beaucoup de jeunes. Et effectivement, les questions elles portent sur ces sujets-là, sur les questions, la concentration des médias intéresse bien plus que ce qu'on pensait à la vérité, ce jeune public. Et donc, on fait le pari, en tout cas, on voit la démonstration que nos choix, nos priorités éditoriales s'accordent aussi avec une jeunesse qui s'intéresse et qui est bien moins dépolitisée que ce qu'on veut faire croire. Et toujours sur les jeunes, en fait, l'année dernière, au mois de mars, on a lancé sur une semaine, en fait, on avait une semaine dédiée à la jeunesse sur À l'air libre, notre émission quotidienne. On a lancé une offre, c'était abonnez-vous 6 mois à Mediapart. Alors, c'était une offre gratuite et on a réussi à collecter 15 000 abonnements de ces jeunes. Après, on a pas mal d'actions aussi pour justement faire valoir tous ces formats, tous ces contenus pour ensuite les basculer sur une offre payante. On a une offre dédiée aux faibles revenus à Mediapart. L'information a un prix, on a dit qu'on n'avait pas envie de brader nos abonnements, c'est vrai. Donc notre prix standard, c'est 11 € par mois. Pour autant, les jeunes et les faibles revenus, il n'y a pas que les jeunes qui ont les faibles revenus, mais en tout cas, il existe une offre à 5 € par mois pour les jeunes et les faibles revenus. Ils la saisissent, c'est-à-dire les 15 000 gratuits, vous en avez eu combien qui ont fait même la 5 € par mois, ou l'offre dont vous parliez sur on l'a mis en main et après qu'est-ce que les gens s'abonnent? Alors on a tout un travail de fidélisation et de transformation de ces abonnés à l'issue. Alors c'est tombé bien puisque en fait on a sorti l'offre jeune gratuite au mois de mars et au mois de septembre on avait à la fois le jeu vidéo, on avait le podcast
La Relève. On avait aussi la BD, enfin l'avant-première de la BD, les enquêtes de Mediapart. Donc on avait tous ces formats à faire valoir, et c'était la reprise aussi de l'émission quotidienne à l'air libre. Voilà, donc on a réussi à en transformer, mais on ne communique pas sur les taux de transformation de nos opérations, mais on a tout un travail sur ce public-là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 20% de nos abonnés qui sont à l'offre 5 €. Donc, après dire là-dedans, encore une fois, on ne collecte pas d'informations sur les abonnés. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on n'a rien à leur vendre, on ne vend pas les données, on n'a pas de publicité, etc. Donc, oui, vous pourriez les demander pour votre marketing, pour votre... justement, le marketing ne se fait pas de façon si... Non, mais ça fait pour savoir qui réellement vous lit, quoi. Mais en l'occurrence, là, c'est effectivement entre, alors je crois que c'est 18 ou 19% qui souscrivent à l'offre 5 €. Après, si on a besoin de données en particulier, on mène avec les équipes produits qui sont attachées à la technique, des interviews utilisateurs. On va chercher, en fait, pour répondre à une question précisément, des informations, voilà, avec des questionnaires, des interviews. Et là, en fait, on va avoir les réponses à nos questions. Mais sinon, de manière globale, on n'a pas besoin de recueillir ces données-là, en fait, pour souscrire un abonnement à Mediapart. Il suffit juste de laisser un mail, alors pour une offre gratuite, on n'a pas besoin de ces données puisqu'on n'en fait rien après. On ne va pas revendre ces données puisqu'on n'a pas d'enjeu publicitaire. On n'a pas besoin de profiler de manière géographique, de manière socioculturelle, de manière sur une base de revenus. On n'a pas besoin de qualifier notre base de données dans ce sens-là. C'est comme pour les sondages, en fait. C'est un peu la différence de Mediapart par rapport à d'autres médias qui reposent à 50% ne serait-ce que pour aller chercher de nouveaux abonnés. C'est-à-dire que savoir que dans tel type de catégorie de personnes viennent plutôt vous voir, ça permet d'aller les chercher, eux, pour recruter de nouveaux abonnés. Enfin, chercher nos abonnés, on les cherche. C'est pas forcément de volonté marketing publicitaire, vous voyez ce que je veux dire. On les cherchait avec des enquêtes, avec des reportages, avec du journalisme, mais pas avec des données, justement. On pourrait se poser cette question si on était en chute libre, si on perdait plein d'abonnés, on se dit merde, là, il faut quand même regarder les chiffres et savoir pourquoi. On a le luxe que ce ne soit pas le cas. Et on a le luxe que ce soit sur la qualité, en tout cas ce qu'on estime être la qualité, ce qu'estiment être les abonnés, être la qualité de notre journaliste, de notre offre éditoriale qui crée l'abonnement. Donc effectivement, comme le dit Julie, on n'a pas besoin de ces données-là. Et heureusement, en fait, qu'on n'a pas en tête d'aller collecter les données privées, personnelles et géographiques de nos abonnés. Nos abonnés, ils viennent pour lire un journal. Point. Et puis les informations qu'on produit, en fait, elles sont d'intérêt général. L'intérêt général, il est général. Donc en fait, il s'adresse à tous les publics. C'est pour ça que, voilà, on ne cherche pas nécessairement, en fait, à cibler tel type de population. Évidemment que la jeunesse, ça représente la relève, justement, et donc des publics à séduire en premier lieu par de la gratuité, justement parce qu'ils ont des faibles revenus, pour espérer ensuite, alors c'est pas forcément à court terme, c'est pas en 6 mois, ça se fait parfois sur plusieurs mois, sur plusieurs années, peut-être que voilà, dans 10 ans, il faut qu'ils seront vraiment, ils seront montés à bord, et ils seront séduits par nos contenus. Donc ça se fait vraiment sur le moyen et le long terme. J'avais une question sur Mediapart anglais et espagnol. Vous n'en avez pas parlé, mais je le vois dans votre petit livret. Est-ce que c'est un axe stratégique? Alors bon, vous ne collectez pas des données, mais est-ce que vous avez des abonnés anglophones, hispanophones? Et est-ce que vous voulez vous développer dans d'autres langues? Voilà, je voulais avoir un petit topo là-dessus. C'est un axe stratégique, mais à moyen terme, voire à long terme. Pour l'instant, on est très content d'avoir ces éditions-là. Je note quand même, hélas, on a trop de chantiers en même temps, et donc celui-là devrait nous demander du temps pour de travailler, mais on a des nouveaux tunnels d'abonnement. Je laisserai Julie compléter éventuellement sur ces offres-là. On teste des choses, mais en l'état, on a encore, on a quand même 2 journalistes anglophones qui font vivre notre édition anglaise. On est en partenariat avec le site Infolibre, dont on est actionnaire et qu'on avait contribué à lancer, qui est notre cousin d'Outre-Pyrénées, qui traduit beaucoup de nos papiers, qui nous permettent d'alimenter notre rubrique Mediapart espagnol, notre site Mediapart espagnol. Il y a encore tout à faire. On a cette offre éditoriale là. Clairement, on pourrait faire beaucoup mieux, mais
te laisse, Julie, éventuellement dire quelque chose qu'on a pu initier déjà sur le sujet, sur l'abonnement à l'acte, le paiement à l'acte, l'article. On a des offres d'abonnement sur les deux versions, sur la version espagnole et la version anglaise. Ce qu'on teste, parce que c'est vrai que en fait on a pas mal de, enfin c'est décrit dans le livret et puis vous aurez l'occasion de le constater vous-même si vous vous baladez sur ces deux versions. Il y a quelques articles qui sont traduits du coup dans ces deux langues, des articles qui couvrent de fait des territoires variés. Voilà, si on est en Inde, il n'est pas forcément facile en fait de s'abonner. C'est pas forcément le modèle le plus simple en fait pour nous. Donc là, on est en train de tester. On a développé des tunnels avec l'équipe technique, développé des tunnels d'abonnement pour proposer non pas de l'abonnement, mais de l'achat à l'acte. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de tester en ce moment, puisque oui, l'abonnement, en fait, c'est une forme d'engagement, et sur des contenus aussi variés, ça peut constituer parfois un frein, en fait, pour certaines personnes, voilà, qui ne seraient pas intéressées par une grosse partie de la couverture, mais par un seul article en particulier. Julie évoque l'Inde à dessein, c'est-à-dire qu'en Inde, nos révélations sur les Rafale Papers de Yann Philippin ont eu un écho incroyable. Oui, justement, j'allais vous dire, vous ciblez les articles qui peuvent intéresser à l'international, ceux que vous traduisez, vous faites un choix. Ça serait la logique. La Rafale Paper, c'est un très bon exemple. Les révélations de Yann qui sont là, et je pense qu'un jour il y aura des places Yann Philippin en Inde. Ce qu'il a publié a eu un impact absolument monstrueux en Inde. On ne l'imagine pas ici, parce que bien que ça concerne la France au premier chef, ça a été, de notre point de vue, très sous-médiatisé vu l'ampleur des soupçons de corruption qui ont été révélés au cœur de l'appareil militaro-industriel. En Inde, mais c'est pas se pousser du col, ça a fait la une de l'intégralité des médias imprimés et audiovisuels pendant plusieurs semaines, avec des secousses politiques absolument gigantesques. Et c'est vrai qu'on s'est dit, les réflexions avec Yann, avec Michael Ashdenberg, avec Julie, à toutes les équipes, de se dire, mais à l'acte, les papiers qui ont été publiés par Mediapart, traduits dans un bassin de population qui est celui de l'Inde, évidemment que c'est inévitablement une marque d'intérêt possible et une ressource potentielle et une façon de longue traîne de réputation et de qualité du travail, enfin en tout cas qu'on défend de Mediapart dans un cas comme celui-ci. Mais d'un point de vue technique, c'était encore trop vert pour nous de tester ça et c'est précisément ce qu'on est en train d'essayer de développer et qui a été expliqué. Y a-t-il d'autres questions ? Vous parliez de transmission entre vous et vous. Il y a un acte qui peut être important, c'est le PDG de la boîte. C'est en route, comme vous le voyez. Et merci pour l'importance relative. Non, mais c'est en route, voilà. On va commencer par la transmission de la conférence de presse pour l'instant. La retransmission. Et le silence. Et quand vous parliez de plan, vous aviez parlé d'un plan stratégique 2017-2022, l'idée c'est de faire la même chose 2023 ou 2028, quelque chose voilà, comme ça. Tout à fait. Pour se donner, Et c'est la réflexion de cette année, quoi. Oui. On va laisser passer à la présidentielle. Et puis voilà, on va tous remettre le travail sur l'établi et essayer de penser un peu. Parce que cela dit, quand on regarde le plan stratégique de 2017 à 2022, on a plutôt tenu. Alors il y avait justement ce qu'on n'a pas fait, c'est le développement de Mediapart English, par exemple. Mais on a rempli beaucoup de ce qu'on voulait faire, avec un objectif de se stabiliser à 200 000. On y est arrivé, c'est ce qu'on a essayé de vous expliquer là aujourd'hui. Maintenant, justement, on va se reposer et discuter. Mais là, ce qu'on a pu évoquer, notamment en termes de nouveaux formats, font partie de nos réflexions, clairement. À la fois faire monter en puissance sur le podcast, sur la production audiovisuelle, ce genre de choses, en plus de continuer à faire ce qu'on espère être le meilleur journal possible. Mais tout ça, se discuter très collectivement. Tous les services vont faire remonter leurs idées et envies dans le cadre d'un prochain plan stratégique sur 4 ou 5 ans. Nous en discuterons après la présidentielle. Mais au-delà de la blague sur le silence, vous avez l'équipe dirigeante de Mediapart sous les yeux. C'est eux et elles qui font Mediapart tous les jours.
bien sûr qu'on est encore là, mais voilà, ça marche indépendamment de nous et sans nous. Et puis, ce qui s'est passé ces 3 dernières années fait que les choses sont en ordre. Stéphane vient de le dire, un plan stratégique 2017-2022 qui, pour l'essentiel, a été accompli. L'année dernière a été très importante de ce point de vue, puisqu'on a abouti à la fois la nouvelle application et le nouveau site, sans compter toutes les diversifications qui ont été présentées, la sanctuarisation du capital, le FPL qui a pris son rythme de croisière, le fonds pour une presse libre qui existe en tant que tel. Donc, de ce point de vue, on est rassuré sur l'indépendance. Puis après, on est 4 cofondateurs, les rythmes se font et c'est en route. Voilà. J'allais dire très naturellement, justement, sans enjeux compliqués et qui poseraient problème. Donc, voilà. Et ce qu'on a voulu marquer aujourd'hui, de certaine manière, c'est que, voilà, ça marche sans nous. Ils n'ont plus besoin de nous. Essaie de rendre pas au piège des fausses coquetteries. Personne n'a dit mais si. Vous n'avez plus besoin d'eux. On a toujours besoin d'eux, on a toujours besoin de leur histoire, et on a toujours besoin d'être fidèle à notre histoire, surtout, d'être dans la continuité de ce qu'ils ont créé et ce qu'on a contribué à créer avec eux. Toujours besoin de l'avoir en tête malgré tout et de pouvoir continuer ce fil d'or. Quelle belle conclusion. Y a-t-il d'autres questions encore? Merci à toutes et à tous d'être venus ce matin.